Nous ouvrons avec vous, Bertrand Lavier, cette nouvelle masterclass de France Culture qui se déroule en public à la Maison de Radio France à l'occasion des journées Imagine sur France Culture en partenariat avec le Centre Pompidou. Le principe de cette collection est le suivant, savoir comment des artistes construisent leurs œuvres, depuis l'idée de départ jusqu'au moment où ils considèrent ces œuvres comme achevées. Les créateurs et les créatrices invités de ces entretiens nous racontent les étapes de fabrication de leurs travaux. Alors, avant de véritablement débuter, je me permets de rappeler quelques éléments de votre parcours, Bertrand Lavier. Depuis une quarantaine d'années, plusieurs de vos œuvres sont devenues des icônes, par exemple la Giulietta, la voiture accidentée ou bien la Boca, le canapé de Dali sur un réfrigérateur. On a vu votre travail dans les plus grands musées. En 2012, vous avez eu une rétrospective au Centre Pompidou. Entre 2014 et 2016, vous avez exposé, entre autres lieux, à la Fondation Van Gogh, à la Monnaie de Paris, au Palais de Tokyo. Ce printemps, la Galerie Almin Reich vous consacre une nouvelle exposition. Et à l'instant même, vous revenez du Kunstmuseum de Lucerne où vous montriez vos Walt Disney Productions. Alors, dès le début de votre parcours, vous avez pris des chemins de traverse puisque vous avez commencé votre formation à l'école d'horticulture de Versailles. De ces années, vous avez gardé un héritage au moins conceptuel, avec par exemple la notion de greffe. Et puis, de glissement en glissement, cette histoire horticole vous rattrape aujourd'hui, puisque vous faites partie de l'exposition Jardin au Grand Palais, dont le commissariat était assuré par Laurent Lebon. Alors, finalement, qu'est-ce qui vous a conduit, Bertrand Lavier, à cette formation d'ingénieur agronome? Et puis, qu'est-ce qui vous en a détourné quelque peu? En d'autres termes, comment est née votre première œuvre? Tout d'abord, j'ai eu mon bac en 68, comme tout le monde. Alors, ce qui m'a précipité dans des concours que j'aurais sans doute peut-être pas pu passer si j'avais passé mon bac en 67. Et donc, par les hasards des concours, je me suis retrouvé à l'école d'horticulture qui était un petit peu moins prestigieuse que l'agronomie, mais je sais qu'à l'époque, c'était une sorte de choix en creux. Je n'avais pas du tout envie d'aller à l'université, etc. Et donc, je me suis retrouvé dans cette école, que j'ai trouvée d'ailleurs très, très, très belle école. Et j'ai suivi ce cursus qui m'a amené à l'art des jardins. Et en réalité, j'ai passé une année à Versailles, puis après, je suis allé à Paris parce que j'ai fait une jaunisse à Versailles. Et alors, je me suis dit que c'était un climat qui n'était pas pour moi, donc je suis allé à Paris, donc j'habitais rue Bonaparte, et donc là, d'un seul coup, je me suis trouvé de bonne humeur, etc. Et pour faire ça assez court, je passais tous les jours devant un magasin qui avait une vitrine et qui montrait des choses extrêmement étranges, et qui me choquaient un peu d'ailleurs, mais ça m'a intrigué. Et en fait, je me suis aperçu que c'était une galerie. Et cette galerie était la première galerie de Daniel Templon qui montrait des choses comme art and language, de l'art conceptuel pur et dur, et qui pour moi n'était même pas de l'art. Je ne savais même pas quelle était cette discipline qui était dans ce magasin. Donc voilà comment est née un peu la vocation. Mais cela dit, il y a un souvenir d'enfance qui pour moi est sans doute très fondateur. Quand je devais avoir 4 ou 5 ans, il y avait un tableau à la maison qui représentait un paysage, et dans ce paysage, il y avait un petit personnage qui était donc peint, et j'étais fasciné par le fait que son bras était représenté par un seul coup de pinceau. Et je sais que cette image me fascinait, mais je n'ai pas su qu'en faire. Hein. Mais j'ai toujours gardé ça. Sans doute, le virus a été inoculé à ce moment-là. C'est ce coup de pinceau-là que vous avez mis sur une ligne de feuilles de vigne vierge qui grimpait sur un mur? Alors, voilà. Après, là, vous faites référence aux premiers travaux de peinture, effectivement, Exactement. parce que là, j'étais encore à l'école. Le titre de cette première œuvre? Alors, ouais, c'était une ligne blanche où j'avais peint des feuilles d'ampélopsis, qui, en fait, bon, c'est de la vigne vierge en langage familier. Et cette peinture blanche était, au fond, une peinture sur le motif, sans savoir ce que je ferais après, naturellement. J'étais déjà en prise directe sur le réel en faisant de la peinture. Cette idée de la vocation que vous évoquez à l'instant, vous y croyez? Vous aviez eu vraiment à un moment la révélation de cette vocation? Alors, la vocation, non, parce que je pense... Enfin, ça ne vous tombe pas dessus comme ça. Je pense que ça dépend vraiment des individus. Je crois que... parce que je n'étais pas très sensibilisé à l'art, comme je vous l'ai dit.
j'en faisais pas une fierté, mais enfin, j'étais jamais allé au Louvre. Dans ma famille, on s'intéressait pas vraiment à tout ça. Et donc, en fait, je suis allé, comme disait Malraux, de Mallarmé à Villon, et parce qu'on ne peut pas aller de Villon à Mallarmé. Et c'est avec l'art de mon temps que j'ai pu après remonter l'histoire, si je puis dire. Mais je n'ai pas eu de vocation au sens où en disant, dès mes 8 ans, je faisais des dessins, j'étais, oui, Pierre Soulages faisait, lui, je pense, une vocation. On entend dans ses interviews que très tôt, il faisait des dessins à l'encre, etc. C'est pas du tout mon cursus, comme vous dites. Alors, il y a une question un peu abyssale que nous posons à tous les invités de cette masterclass de France Culture. Pourquoi faites-vous de l'art, Bertrand Lavier? Est-ce que, pour vous, c'est une façon de décoder la réalité? Est-ce que c'est une manière de rendre visible ce que les gens ne voient pas? Pas du tout. Pour moi, c'est surtout une question de principe de vie. Je pense que ce qui m'a beaucoup plu à la fois, évidemment, c'est la pensée qui vient traverser une œuvre, mais c'est aussi la manière d'y arriver. Et je crois que ce qui a été très sensible pour moi, c'était de voir, au fond, que la manière de pouvoir être un artiste faisait qu'on avait une manière de traverser le quotidien assez spéciale, qu'on pouvait choisir soi-même le mode sur lequel on voulait le faire. Et je pense que ce domaine-là me semblait propice à mon rêve d'aventure. Je ne suis pas certain que si j'avais 20 ans aujourd'hui, ça serait le domaine que je choisirais pour avoir une aventure extrêmement libre. Je pense que pour des tas de raisons, j'allais dire écologiquement, ce milieu a changé. Je ne suis pas sûr qu'il serait favorable à mes rêves. Mais en tout cas, à l'époque, il me semblait que c'était un endroit propice justement à ma dérive personnelle, je dirais. Vous sauriez dire ce qui serait cet univers propice aujourd'hui si vous aviez 20 ans? Alors, je ne sais pas, j'y ai pas réfléchi parce que je ne suis pas complètement schizo, donc je n'ai pas fait ce plan B. Je n'ai pas de plan B. Alors, abordons à présent la question de vos modèles. L'histoire de l'art est omniprésente dans votre travail. Il y a d'abord évidemment l'idée qu'après Marcel Duchamp, les artistes ont pu commencer à s'approprier le réel, qui a été déterminante dans votre travail. Mais par ailleurs, vos travaux font aussi souvent référence à l'art primitif, à Cézanne, à Frank Stella, aux artistes appropriationnistes. Comment définissez-vous ces rapports que vous avez avec les artistes du passé? Est-ce que ce sont des enseignements? Est-ce que ce sont des conversations, des dialogues? Ce sont surtout des partitions. Mais c'est le rapport à l'histoire de l'art. Je pense que bon, il y a plusieurs types d'artistes, dirons-nous. Mais le rapport à l'histoire de l'art, il est de fait. C'est-à-dire, une œuvre, c'est une idée que l'artiste se fait de l'art, et à la fois, c'est une autre manière de l'aborder. Si je peux parler plus simplement, si vous voyez un tableau de Cézanne, c'est une montagne Sainte-Victoire, mais aussi c'est une idée que Cézanne se fait de la peinture. Et implicitement, il dialogue avec ce qui l'a précédé. Donc ça, sur ce plan-là, c'est pas très original. Je pense que beaucoup d'artistes sont comme ça. Alors, Stella, par exemple, vous prenez l'exemple de Stella, si on veut, pour les gens qui nous écoutent, décrire un peu ça. J'ai fait des tableaux en néon qui se sont inspirés comme partition des tableaux que faisait Stella dans les années 60. Mais cette clé-là n'est pas nécessaire pour être entré en contact avec l'œuvre que je fais. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà montré ça, par exemple, en Chine, ces tableaux où on ne connaissait pratiquement pas Frank Stella, et on pouvait apprécier ces tableaux pour ce qu'ils étaient. Donc, en fait, le rapport que j'entretiens à l'histoire n'est pas aussi étroit que vous le dites. C'est extrêmement libre. Ce n'est pas de l'art pour l'art, comme on voudrait le faire croire. Ce n'est pas du tout le mode sur lequel moi, j'aime jouer. C'est-à-dire, au fond, on a l'impression que l'histoire de l'art est pour vous un matériau, et vous vous servez aussi de la culture populaire. Vous avez utilisé des planches de skateboard, des casques de moto, même la voiture accidentée dont on parlait tout à l'heure. Vous vous êtes aussi approprié des images de Walt Disney en faisant des agrandissements en photo ou en sculpture de ces petits dessins qui illustrent un musée imaginaire dans les aventures de Mickey. Pour vous, la culture populaire est sur le même plan que l'histoire de l'art, au fond? Oui, c'est à mi-chemin. C'est-à-dire que le supermarché, pour moi, est aussi intéressant que le musée d'art moderne. Et je vais de l'un à l'autre de manière assez libre selon les préoccupations du moment. Je suis intégriste de rien.
sur ce plan-là. D'ailleurs, sur d'autres plans aussi, je vous rassure. Ouf. Alors, poursuivons les présentations, Bertrand Lavier. Depuis le début des années 80, vous n'avez cessé d'ouvrir de nouveaux chantiers. Le chantier des objets peints en 1980, le chantier des objets superposés en 1984. Plus récemment, en 2003, vous avez lancé le chantier des reprises de Franck Stella en néon, dont vous parliez à l'instant. Puis en 2008, le chantier de ces statuettes faites d'après des objets rituels du Niger recouverts de bronze nickelé. Alors, chantier de construction, chantier naval, chantier de fouilles, que voulez-vous dire par là ? Qu'est-ce que c'est que ces chantiers dans votre œuvre ? Le chantier, c'est un terme qui est facile à adopter parce que c'est une manière de montrer que dès qu'on est sur une nouvelle aventure artistique, elle n'est jamais arrêtée. L'idée du chantier, c'est que c'est toujours en mouvement et que un chantier peut cohabiter avec un autre ou pas du tout. Et je pense que c'est une manière pour moi d'avancer. Quand vous faites référence à ces statuettes africaines, en fait, elles ne sont pas recouvertes de bronze, elles sont tirées en bronze, comme de la sculpture occidentale, et elles sont nickelées. Mais elles sont amenées par d'autres œuvres, un autre chantier qui était antérieur et qui est un peu lié à ce nouveau chantier des sculptures. C'est que j'ai fait, par exemple, socler des objets de notre société de consommation, c'est-à-dire un skateboard ou une serrure ou un ours en peluche. Et je les ai fait socler par des socleurs d'art primitif. Donc il y a un lien effectivement entre ces chantiers. Ces objets soclés, il me semble que vous avez commencé à les faire à partir de 1995, quand vous avez assisté à la Biennale de Johannesburg, dont Jean-Hubert Martin était le commissaire. En fait, je les ai montrés pour la première fois au Musée des Arts africains et océaniens. Le Mao. Alors peut-être que, souvent, moi je dis ça de manière un peu amusée, je suis souvent une sorte d'artiste de commande, parce que souvent les aventures dans lesquelles on me précipite me font découvrir des univers que je ne connais pas, et ça me donne, et je réagis à cet univers que je ne connais pas. Le Musée des Arts africains et océaniens, je n'y étais jamais allé. Donc il se trouve que Jean-Hubert Martin, le dirigeant, ce musée, il a eu un programme d'exposition avec de l'art contemporain, des artistes qu'il connaissait. Et donc là, j'ai été précipité, au fond, dans cet univers. Et je pense que c'est ça qui a donné naissance, plus ou moins, à ces objets soclés. Mais tout ça est toujours assez complexe. C'est-à-dire, à la fois, il y a cette invitation, et puis il y a la visite que je fais chez des amis, et je vois sur leur cheminée des sculptures que je ne savais même pas africaines, qui étaient sur la cheminée. Il y en avait une quinzaine. J'ai demandé ce que c'était. On m'a dit, mais ce sont des sculptures Dogon. Et donc, j'ai appris qu'elles n'étaient pas rares du tout. Et donc, le fait qu'elles ne soient pas rares m'a conduit à dire qu'on pouvait aussi faire socler nos propres serrures. Et donc, le lendemain, je suis allé à la Samaritaine acheter des serrures et j'ai rencontré, pas un socleur, mais au moins une dizaine, parce que 9 ne voulaient pas le faire. Il me semble qu'il y a certains de ces objets soclés dont vous avez signé le socle et pas l'objet. Quand vous avez soclé des objets africains, oui. Vous avez signé le socle. Est-ce que c'était une manière de les désamorcer ? Je crois qu'il y a des collectionneurs qui vous ont parlé de l'idée d'enlever la peur de ces objets africains. Ah oui, alors ça c'est pour les sculptures africaines nickelées, oui. Alors évidemment, je ne pouvais pas, je signe le socle, parce que je signe cette œuvre, mais je ne signe pas la sculpture. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est que ces sculptures, elles sont presque anonymes. On les nomme par une ethnie ou une géographie, mais il n'y a personne. C'est pas incarné par un individu. Et alors, effectivement, il y a un collectionneur qui, lui, avait peur de l'art africain ou de l'art océanien. Et effectivement, le fait de les traiter de manière très occidentale, à savoir les tirer en bronze à plusieurs exemplaires, comme on les dit de la sculpture moderne, ça a dissipé l'aura magique qu'on peut supposer être contenue dans ces sculptures. Il me semble Mais c'est des questions que moi je ne me suis pas posées du tout. Hein. Oui. Il me semble que l'une des caractéristiques de votre œuvre est de présenter à la fois une dimension conceptuelle très forte, mais toujours doublée d'une dimension formelle aussi extrêmement forte.
Il y a par exemple un principe qui sous-tend une grande partie de votre travail, qui consiste à superposer des objets. Et de cela, la notion de greffe, que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'école d'horticulture de Versailles, n'est pas très loin. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce principe de superposition que vous avez mis en œuvre, peut-être par exemple à partir de Brandt sur Hafner de 1984, qui est la superposition d'un réfrigérateur Brandt sur un coffre-fort de la marque Hafner. Oui. Alors ça, c'est une œuvre qui a illustré à peu près un article sur 2 dans la presse française. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple. Quand il fallait dire que l'art contemporain était une supercherie. Exactement. Et donc, d'ailleurs, ça continue. Souvent, de temps en temps, il y a toujours un relent de ça. C'est cyclique, c'est un peu comme les marronniers. Et donc, Brandt sur Hafner illustre en général cette pensée-là. Et donc, quand j'ai fait ça va m'amener à dire une chose très simple sur le fait on doit être certainement un peu choqué par les choses que l'on produit, parce qu'en réalité, je pense que c'est très rare, ça peut arriver que des œuvres plaisent d'emblée, mais c'est assez rare. En général, il y a un choc positif, je dirais, mais qui vient quand même vous déstabiliser quand vous êtes devant une chose nouvelle ou qui vient, si vous voulez, contredire vos certitudes. Et un artiste n'est pas du tout à l'abri de ça. Je continue sur cet exemple. On parlera de Brandt sur Hafner, je vous rassure. Et donc, j'étais assis à côté justement un collectionneur que je ne connaissais pas et qui me dit tout de même, c'est très choquant votre histoire de frigo et coffre-fort. Et je lui dis, mais je suis bien d'accord avec vous parce que moi aussi, je suis passé par là. Et alors ça l'a encore plus choqué parce qu'il était dans l'image, vous savez, la chose habituelle où on pense que les artistes sont autosatisfaits de ce qu'ils font, qu'ils rentrent dans un sorte de grand délire narcissique où ils sont géniaux, que ce qu'ils font est magnifique, etc. Et ce qui le choquait, c'est qu'effectivement, je disais, mais vous savez, moi, quand j'ai fait, entre guillemets, Brandt sur Hafner, j'étais assez choqué par ça. J'employais un peu le mot de consternation. Donc ce sont des zones que je connais assez bien. Et donc, il faut les transgresser et être persuadé du bien fondé de son travail pour continuer à les assumer et les exposer ensuite. Alors, de manière plus technique, cette œuvre, en fait, elle représente de la sculpture et elle en est en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, le coffre-fort représente un socle et il le devient parce qu'on lui pose un réfrigérateur dessus, un objet qui est blanc, qui est un peu dans l'immatérialité du blanc de la sculpture, etc. Donc sur ce plan-là, je ne pourrais pas dire ça plus simplement, ça représente de la sculpture et ça en est en même temps. Et la question de la greffe ? Alors la greffe, c'est simple, c'est qu'on a 2 objets qui font naître, j'allais dire, une troisième entité. Une sorte de chose hybride, de plante hybride. Ce que j'ai appris quand je faisais de l'école d'horticulture. Alors, c'est une question qui est souvent posée, là aussi, aux artistes invités dans cette masterclass de France Culture. Bertrand Lavier, comment vous viennent les idées ? J'ajouterais, comment vous viennent, probablement en même temps, la forme de vos œuvres ? Au fond, comment vous travaillez ? Est-ce qu'il y a un carnet de notes, un carnet à dessin ? Est-ce que vous documentez ? Ouais. Ça dépend des chantiers. Non, j'ai pas de carnet de notes parce qu'en fait, je dirais que je jette beaucoup, je détruis beaucoup. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de les faire, etc. Tout ça reste quand même dans une sorte d'antichambre mentale. Et avant de passer à quelque chose de plus concret, ça prend finalement pas mal de temps. Alors, il y a plusieurs voies. Maintenant, on est aidé, vous savez, par la simulation numérique et les Photoshop et autre chose. Ça vous aide bien à rentrer dans une chose un peu plus concrète. Mais on a beaucoup le coefficient de déception elle-même. Et à la fois, l'écart qui est entre une image virtuelle simulée et puis le résultat, là encore, ce n'est pas homothétique. Il y a quand même un peu de différence. Donc ça reste excitant quand même, parce que s'il suffisait de faire de la Photoshop pour arriver à ce qu'on fait, je pense que là, je serais déjà parti à la pêche. Je crois que vous êtes adepte des serviettes en papier de restaurant aussi pour servir de carnet de notes, ou je me trompe ? Ah oui, c'est ça. Alors ça, c'est mon côté traditionnel, la nappe de bistrot de Montparnasse. Ouais. Vous documentez, vous lisez des choses pour vous nourrir ? C'est très, très empirique, très
Mais à la fois, il faut avoir un peu de naïveté pour aller sur des chemins non battus, techniquement. Parce qu'en fait, disons, tout ce qui est lié à la peinture, je réalise moi-même ces œuvres, mais j'allais dire, il y a une grande partie qui sont réalisées par d'autres. On va y venir. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir cette naïveté un peu tenace pour persuader des corps de métier, des artisans, qui évidemment n'ont jamais pensé à faire ce que vous allez faire, qui pensent, comme souvent, ça n'est pas possible. Et donc, il faut se dire qu'ils ont tort. Et donc, c'était dans une position assez difficile de soutenir un artisan qu'on peut essayer de faire une chose qu'il ne croit pas possible. On parlait tout à l'heure des œuvres en néon. Je suis allé voir naturellement des néonistes. Et les néonistes disent, mais on ne peut pas faire des travaux en néon avec une densité de tubes aussi proche. Et là, si vous les croyez, vous ne faites pas cette œuvre. Et si vous avez cette espèce de ténacité un peu bête, eh bien, vous insistez, puis ils essaient, puis ils y arrivent, puis après, les deux sont contents, eux et moi. Je reviens au moment où les idées arrivent. En fait, on dit souvent que l'art pose des questions, mais je trouve que surtout vous proposez des solutions qui sont des solutions plastiques, et vous avez une sorte de pensée visuelle qui est souvent d'une très grande limpidité. Est-ce que vous hésitez beaucoup dans ces choix que vous faites, par exemple dans les superpositions? Est-ce que les choses vous viennent du premier coup, ou est-ce que vous faites des essais? Comment ça se passe? Par exemple, prenons l'exemple des colonnes Lancia qui sont exposées dans la galerie Almin Reich, dans l'exposition récente que vous avez. Ce sont des colonnes médiévales dans lesquelles sont inclus des phares de voiture. Il y a une harmonie extraordinaire qui se dégage de ces objets, qui sont pourtant d'une extrême bizarrerie. Comment ça naît, cette chose-là? Alors ça dépend. Alors, par exemple, ça, c'est une œuvre qui a mis beaucoup de temps à se faire, sans doute 3 ans. Alors, là, je vous fais rentrer dans mon atelier, en fait. C'est l'idée. Mon atelier, c'est simplement se dire, tiens, j'aimerais bien intégrer ces feux arrière d'automobile dans quelque chose qui soit totalement le contraire de ça, c'est-à-dire fait manuellement par l'homme et qui soit d'une culture et d'un matériau tout à fait ancien. De faire, au fond, de greffer des choses qui sont extrêmement distantes, matériellement, conceptuellement et techniquement. Donc ça, c'est le principe de l'atelier il y a 3 ans. Et puis ça prend du temps. Puis en fait, moi, j'essaie souvent de refuser des expositions, donc j'essaie d'exposer le moins possible en réalité. Et donc, j'ai ça qui traîne dans mon atelier, entre guillemets. Et puis après, vous êtes précipité dans le réel quand on vous propose vraiment une date en disant « Voilà, nous aimerions faire une exposition à telle date ». Donc là, vous êtes précipité dans le concret. Et à ce moment-là, vous cherchez quel est l'objet qui est le mieux apte à recevoir ces feux arrière d'automobile. Et donc là, c'est une quête qui se fait vraiment alors, sur Internet, où on tape vieille pierre, et il y a des sites vous proposent des colonnes, des portails, des fontaines, etc. Donc après, c'est simplement, comme n'importe quel artiste, il préfère prendre un jaune qu'un bleu. Et comment une nouvelle œuvre se construit-elle par rapport à la précédente? Est-ce qu'une œuvre se construit par rapport à la précédente? Est-ce que chaque chantier repart de zéro? Est-ce qu'au sein de chaque chantier, chaque œuvre repart de zéro? Comment vous concevez tout ça? Il y a quand même une sorte de rhizome comme ça qui se crée. C'est-à-dire que les chantiers... Au fond, le chantier le plus difficile à créer, c'est le premier. Parce qu'après, c'est plutôt un travail d'élagage. Une idée en amène 2 et 2 en amènent 15. Et sur les 15, il y en a 12 de mauvaises. C'est en ce sens-là où je dis je jette beaucoup de projets. Donc après, ce n'est pas tellement une question d'avoir des nouvelles idées. Ce n'est plus tellement la question après un certain temps. C'est plutôt une question d'organiser de la pensée. Et quand vous dites que visuellement, ça reste assez... intéressant, je pense que c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que quand même, si on voulait faire simple, l'art, c'est aussi de la pensée visuelle. Si ça n'est que visuel, c'est décoratif, c'est très intéressant, mais c'est décoratif. Et si ça n'est que de la pensée, c'est un autre domaine. Avec l'élagage, on reste dans la métaphore horticole. Si vous nous parliez à l'instant de votre atelier, de nous faire rentrer dans votre atelier, si l'on s'interroge sur votre méthode de travail,
Premier point important, vous avez un atelier, vous avez plusieurs ateliers entre Paris et la Bourgogne. Alors évidemment, j'ai plusieurs ateliers, mais enfin, tout ça est un peu ridicule parce que c'est pas des choses que je fréquente. Je suis pas un artiste d'atelier où j'irai tous les matins faire quelque chose. Alors c'est plutôt des endroits d'urgence ou de flux tendu. Je suis assez vagabond en réalité. Moi, je suis plutôt un promeneur. Vous n'avez pas d'horaire, de rituel, de journée? Aucun. Ah non, c'est totalement aberrant ma méthode. Vous êtes au volant de votre voiture et vous allez de Paris à la Bourgogne? Oui, mais c'est ça. Ou le train. Je viens de faire un voyage à Lucerne en train. C'était un bel atelier pendant 4h30. Donc, oui. Alors, venons-en à la production de vos objets. Et à la fois, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'aime beaucoup dans l'art, par rapport au début de notre conversation, sur la manière dont on vit tout ça. Entre un maroquinier de la rue de Châteaudun qui fait des petits porte-monnaies et Gucci, ils ne pourront jamais être dans la même compétition. C'est impossible. Le monde de ces affaires les disqualifie l'un et l'autre. Et c'est comme ça dans beaucoup de domaines professionnels ou même différents. L'art a cette possibilité magnifique d'offrir un destin équivalent à un artiste qui a 2000 mètres carrés, 70 assistants et un qui loue un petit appartement dans le 18e depuis 40 ans. Je pense à quelqu'un qu'on connaît tous, un artiste, par exemple Toroni, pour moi est un grand peintre, et pas que pour moi, pour un certain nombre de gens. Et donc l'art, tous les chemins mènent à Rome sur ce plan-là, et je pense que c'est très important d'insister là-dessus, parce qu'il est probable que ça ne puisse pas durer, vous voyez, par rapport aux inquiétudes que j'évoquais au début de notre conversation. Mais ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé, que c'était un domaine où finalement l'ouverture était très très généreuse et que voilà, toutes les recettes étaient possibles. Avoir un atelier dans lequel on ne va pas est aussi intéressant que d'en avoir un où il y a 50 assistants. Et parmi cette... Est-ce que je suis clair? Absolument, absolument. Et parmi cet élargissement de l'atelier, parce qu'au fond, c'est un peu ça dont il s'agit aussi, enfin, une manière de sortir de l'atelier, ce n'est pas vous qui réalisez vos propres objets, c'est pas vous qui vous coltez à la matière, vous les faites faire, vos objets. Oui, pour que ça soit bien fait. Comment ça se passe? Comment vous choisissez vos collaborateurs? Vous nous parlez du néoniste de tout à l'heure à propos des Stella. Comment vous choisissez cette personne et comment travaillez-vous avec lui? C'est très simple, c'est les pages jaunes. Et donc, non mais c'est vrai, ce sont les pages jaunes. Et puis après, c'est une question d'affinité, parce qu'en fait, il faut aller voir des artisans qui ont un tout petit peu plus de fantaisie que le voisin, qui veuillent bien se dire, bah, tiens, ça m'intéresse de faire une chose que j'ai jamais faite. Ces artisans, vous leur laissez une part de créativité Ah oui, par exemple, les propre. soppleurs, ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Je leur apporte une vieille guitare ou un vieux skateboard, et puis ils le traitent de la manière qu'ils pensent être la meilleure. Et ils ont raison, parce que moi, je serais incapable de savoir quel est le bon angle de vue, quelle est la bonne dynamique à trouver. Je reviens 2 mois après, et je suis très content en général. Et en dehors de ces artisans qui réalisent vos œuvres, est-ce que vous avez des assistants réguliers avec lesquels vous travaillez? Non, j'ai aucun assistant régulier, non. Donc vous travaillez seul? Grande légèreté. Une qualité importante de votre travail. Oui, j'espère, oui. Est-ce que vous accordez une importance au regard extérieur? Oui, c'est étonnant. J'ai même pas de secrétaire. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de gens qui m'appellent comme ça de l'étranger souvent, et ils sont étonnés que ce soit moi qui réponde au téléphone. C'est-à-dire qu'ils attendent une voix qui dit c'est le studio Lavier ou le secrétariat, etc. Et il a l'impression que c'est une sorte de caméra cachée ou de gag, mais non, c'est moi au téléphone. Donc, oui. J'ai pas de... C'est une structure la plus légère possible. Est-ce que vous accordez une importance au regard extérieur dans la fabrication de vos objets? C'est-à-dire à la fois, je pense là, à la fois à l'artisan avec qui vous travaillez, mais aux critiques avec qui vous entretenez des relations régulières, il y en a. Ouais. Est-ce que vous pensez au public de vos expositions, par exemple, quand vous fabriquez vos œuvres? Malheureusement pas. Moi, je travaille en fait pour une dizaine de personnes. Enfin, maintenant 9, parce qu'une est morte. Mais vous voyez, c'est des gens que j'ai connus très tôt et qui
partagent ma petite aventure, en réalité. Et donc, c'est leur avis qui m'intéresse, c'est la conversation, au fond, qu'on a sur cette question de l'art et qui m'intéresse. Mais après, le public, sérieusement, on ne peut pas s'intéresser au public, on ne sait même pas ce qu'il en pense. D'ailleurs, souvent, le public a du mal à y penser quelque chose. Enfin, c'est très compliqué, cette histoire. Cette méthode de travail dont on parle, vous me disiez qu'elle change en fonction des projets, ouais. D'un projet à l'autre. De quelle manière? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ça? De la manière dont on change? De différentes méthodes que vous mettez en œuvre en fonction de différents projets. En fait, ça dépend. Il y a des choses qui sont très liées, par exemple, à l'urgence. Alors, comme je prépare en général très très peu de choses à l'avance, je pense que j'aime bien, c'est travailler dans la précipitation. C'est là où je me donne une sorte de pression. J'aime pas trop ce mot-là, mais enfin c'est un peu ça. Et donc ça va vite. Seulement, ça met beaucoup de temps à être dans cet atelier imaginaire dont je vous parle. Mais après la mise en place des choses, j'aime bien que ça soit quand même assez vite réalisé. Vous êtes très concentré? J'espère, oui. J'imaginais qu'il y avait peut-être une forme de distraction aussi, une sorte de liberté d'esprit qui... Ah oui, alors ça, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, effectivement, je suis plus... au fond, vous parlez de la méthode. La méthode, c'est une chose qui a l'air d'intéresser tout ça. Au fond, il y a deux méthodes. Il y a la méthode que j'allais dire de Raymond Hince, qui est la méthode d'un certain nombre d'artistes, et qui sont 24 heures sur 24 dans leurs préoccupations, dans ce monde de la création non-stop, et que je trouve une excellente méthode, mais qui n'est pas pour moi. Et puis il y a l'autre inverse, qui consiste à faire des tas d'autres choses, un peu, si vous voulez, comme je prends souvent par exemple, l'exemple d'un oiseau de proie dont on bande les yeux, et puis, à un moment donné, on lui enlève le bandage et immédiatement, il fonce sur la cible qui l'intéresse. J'aurais tendance à penser que je travaille plutôt comme ça. Et donc, pendant que j'ai les yeux bandés, je m'illusionne sur le fait que je crois que je ne travaille pas, alors que ce n'est pas vrai, je travaille à mon insu. Mais pendant que j'ai les yeux bandés, je m'occupe à des tas d'autres choses. Donc, j'adore être distrait par les choses très ridicules, très futiles, etc. D'autres moins de temps en temps, mais c'est plutôt ma méthode. Et entre ces deux méthodes, je pense que les autres sont mauvaises. C'est-à-dire qu'elles sont dans cette espèce d'eau tiède, où on travaille, etc. On est dans ce fameux 12 sur 20 qui est la plus mauvaise note possible. Et parmi les étapes de cette méthode, est-ce qu'il y en a qui vous semblent les plus difficiles? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre façon de travailler qui est le moment où vous vous dites « ça c'est compliqué » ? Je ne pense pas comme ça, non, parce qu'en fait, tout ça, ça arrive avant. C'est avant, parce qu'une fois que vous avez réglé au fond des tas de questions avant de vous mettre dans la chose réelle, vous avez quand même simulé. En fait, c'est ça. Moi, je fais beaucoup de scénarios avant, visuels, et je pense que j'ai même pas besoin de les dessiner. Ça quand même, ça s'articule assez bien. Et donc, une fois que la chose est vraiment décidée, les inquiétudes dont vous parlez sont déjà bien dissipées. Vous répondez, à mon avis, par avance à la question que j'allais vous poser, que l'on pose régulièrement aux invités de cette masterclass. Est-ce que vous considérez... Comment considérez-vous qu'une œuvre est achevée? Au fond, je crois que vous ne vous posez même pas cette question. Ou si? Non, je vois même pas... À partir du moment où vous la pensez, une œuvre est faite. Si elle n'est pas achevée, l'œuvre n'est pas là. La question ne se pose même pas. Il y a une œuvre où il n'y en a pas, mais une œuvre inachevée, enfin, c'est pas sérieux. Alors, il y a deux sujets que nous n'avons pas encore abordés, nous en avons parlé en biais, mais que nous n'avons pas vraiment abordés de front, parce qu'il me semblait pertinent de le faire en s'ancrant dans un certain nombre d'exemples, dans l'exposition, par exemple, que vous avez faite chez Almine Reich. Je pense à la peinture et à la sculpture, tout simplement. Des questionnements, des sujets qui sont centraux dans votre travail
surtout parce que vous n'aimez rien tant que faire trembler ces catégories classiques de la modernité. Vous affirmez être peintre, Bertrand Lavier. Christian Boltanski dit ça aussi. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces monochromes qu'il y a dans l'exposition d'Almin Reich, chez Almin Reich, à la galerie Almin Reich, et qui font référence à un chantier que vous avez ouvert il y a 30 ans, si je ne me trompe pas? Alors, ça peut se décrire très simplement. Là, on peut décrire les étapes. J'ai peint de manière très très libre une toile de 2 mètres par 2 mètres 50 et de manière monochrome, par exemple en bleu cobalt. Et donc avec un effet de matière assez fort. Donc la matérialité même de la peinture est manifeste. Et puis j'ai fait photographier ce tableau et j'ai fait tirer ce tableau grandeur nature en fugichrome. Et donc là, d'un seul coup, cette peinture extrêmement illusionniste n'est que la représentation en photo grandeur nature de ce tableau. Et donc j'ai fait tirer cette photo et j'ai peint à nouveau sur cette photo, disons au 4/5e, au 3/4, cette image. Et donc il y a une sorte de, je sais pas de compétition, mais de comparaison au sens très large du terme entre de la peinture hyper réaliste photographiée et la peinture elle-même. Et donc ça crée un trouble qui fait que quand on regarde ce tableau, on est dans une sorte de zone comme ça, un peu flottante, qu'on a en général devant les tableaux qui sont intéressants. On commence à les certitudes s'ébranlent. Et on n'est pas très loin non plus de ces miroirs que vous avez peints. Oui. Avec des touches chaque fois très différentes. Oui, on se trouve givré dans un spectacle de peinture. Ouais. Si on parle du paysage aixois qui est dans l'exposition aussi, il s'agit d'un panneau de signalisation qui représente un paysage aixois stylisé qu'on trouve sur les autoroutes, marron et beige clair, marron foncé et beige clair, que vous avez fait peindre et qui, me semble-t-il, introduit très fortement la notion de temps dans la peinture, puisque ce sont des paysages qu'en fait on ne voit jamais plus d'une fraction de seconde quand on est au volant de sa voiture, situation qui est à peu près à l'inverse de celle dans laquelle on se trouve dans un musée. C'est presque des paysages qu'on ne voit jamais. Et à la fois, ce n'est pas des paysages que j'ai fait peindre, hein, c'est des paysages qui sont faits par des graphistes et qui sont sérigraphiés sur les panneaux de signalisation. Et donc j'en ai commandé un et que j'ai moi-même repeint, si vous voulez. Et donc en fait, c'est une définition stricto sensu de ce qu'est le pittoresque. Pittoresque, c'est ce qui est digne d'être peint. Et donc ces tableaux qui sont déjà stylisés graphiquement sont devenus pittoresques puisque moi je les repeins à nouveau. Et à la fois, c'est comme si on avait planté, à la fois c'est de la peinture de chevalet, je dirais, puisque ce grand chevalet est planté dans la campagne à côté d'un paysage qui en est le reflet. Et effectivement, on est devant une sorte d'icône, parce que c'est des paysages qui sont très familiers. Tous les gens qui font des voyages en automobile les connaissent. Et donc là, ils sont d'un seul coup méconnaissables, parce qu'on est à l'arrêt devant des images qu'on ne peut pas voir plus de 2 ou 3 secondes. Je voudrais revenir à cette idée des catégories que vous faites trembler. Vos photoreliefs, c'est une série d'œuvres que vous avez fait, sont en fait des sculptures qui représentent des photographies dans l'espace. Et puis on parlait tout à l'heure de votre première œuvre qui s'appelle Premiers travaux de peinture et qui est en fait une photographie de feuilles peintes. Est-ce que vous sauriez dire au fond ce que c'est que la peinture pour vous quand vous peignez un piano, quand vous peignez le paysage aixois, quand vous peignez un miroir ou quand vous peignez la photographie d'une peinture? Vous savez, la peinture est un matériau extrêmement, j'allais dire, radioactif. Ça a une puissance considérable. Et donc, effectivement, ce n'est pas du tout innocent. C'est un matériau, évidemment, très, très chargé depuis la nuit des temps, naturellement, depuis Lascaux. Alors, effectivement, on s'en sert de manière... les artistes essaient de s'en servir, si on a un peu d'ambition, de manière déstabilisante. On peut très bien faire de la peinture comme on fait du tricot. Et à ce moment-là, aucun problème ne se pose. On passe un bon moment. Mais là, c'est pas notre préoccupation. Si on regarde vos différents objets peints,
vous avez différentes touches. Il y a des touches plus expressionnistes, il y a des touches qui ressemblent à celles de Van Gogh, il y a des touches plus modernes. Est-ce que vous pensez que vous avez progressé en peinture ? Alors, je vais vous citer mon ami Raymond Moins, qui m'avait dit « Tu as bien fait de continuer à peindre parce que tu peins moins mal qu'avant. » Et je trouve qu'il avait tout à fait raison, parce qu'effectivement, les premiers objets peints, on sent que je tire un peu la langue. J'apprends mon métier, mon métier de peintre. Et effectivement, après, ça a un peu plus de légèreté, c'est un peu plus délié, etc. Mais en fait, tous ces gestes, ce sont des gestes qui sont des clichés. La touche Van Gogh, comme le brushstroke, ce sont devenus pratiquement même des mots dans une grammaire. Ouais. Alors, évoquons à présent la question de la sculpture. Comme la peinture, finalement, la sculpture est partout dans votre travail, mais elle disparaît partout aussi. Elle disparaît sous la touche du pinceau quand vous peignez une commode, elle disparaît sous la touche du pinceau aussi quand vous peignez un piano. Dans l'exposition de la galerie Alminrech, il y a une grande sculpture qui est le détournement d'une Vénus paléolithique, d'une Vénus préhistorique qui a été trouvée à Amiens il y a 3 ou 4 ans. Et vous avez transformé cet objet qui était à l'origine haut d'une quinzaine de centimètres en une immense sculpture de 2 mètres de haut, en plâtre, qui ressemble à une sculpture académique en fait. Vous en faites une statue paléo-académique presque. C'est un peu le pendant du paysage aixois à l'inverse. C'est-à-dire, ça n'est pas un arrêt sur image, c'est une sorte de grande accélération du temps dans un objet. Est-ce que vous souscrivez à ce propos ? Oui, vous avez raison. Paléo-sculpture, c'est très joli, ça. Oui, mais vous savez, alors, tout à l'heure, vous me dites, mais comment font les idées, tout ça ? J'allais dire, dans le journal, très souvent, je pioche ça. Donc, j'ai vu, il y a 2 ans, la découverte de cette petite sculpture dans un champ de fouilles à côté d'Amiens. Et ce qui m'avait intéressé, je ne m'intéresse pas forcément à l'art paléolithique, mais finalement, peut-être que ça va m'intéresser, comme l'art africain m'intéresse plus qu'il y a 20 ans, etc. Mais ce qui m'avait intéressé, c'est que cette sculpture était en 19 morceaux, reconstituée, et qu'elle était à 2 doigts d'être un petit tas de cailloux. Mais avec quand même un tout petit peu de qualité esthétique, mais peut-être beaucoup plus que je ne pensais. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de l'agrandir à 2 mètres de haut, donc dans une dimension qui n'est absolument plus celle de la nuit des temps, et de la faire en plâtre, parce que d'un seul coup, par effraction, elle pouvait dialoguer avec la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, ces grands classiques qui terminent leur vie en plâtre, c'est-à-dire les grands chefs-d'œuvre de la sculpture finissent en plâtre. Et elle commence en plâtre, je dirais. Peut-être qu'un jour, elle finira en bronze, je ne sais pas. Et donc, c'est cette inversion qui fait que sa réalité est transfigurée. Et donc, elle arrive, encore une fois, de la nuit des temps, dans une position extrêmement classique. Et donc, c'est une sorte de coup de magie que me procure le plâtre, qui, en l'occurrence, là aussi, comme la peinture, ça a un peu moins de vertu que la peinture, mais ça a une charge quand même sémantique très forte comme matériau. Dans cette accélération du temps, je me disais que c'était presque un film, cette sculpture. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, il y a toujours dans vos travaux quelque chose d'extrêmement synthétique. Vous vous débarrassez de tout ce qui n'est pas absolument essentiel. Et vous allez même jusqu'à enlever la poussière. Je pense à la Giulietta, par exemple, cette voiture accidentée que vous avez soclée, enfin, pas vraiment soclée, mais mise, en tout cas, dans une situation d'exposition. Les colonnes Lancia dont on parlait tout à l'heure, ces colonnes médiévales sont aussi absolument impeccables. Pour vous, enlever la poussière, c'est aussi une façon de s'alléger, une idée que vous avez déjà utilisée tout à l'heure. Oui, enlever la poussière, c'est souvent la faiblesse même des œuvres, en l'occurrence, la faiblesse de la Giulietta. Si vous voulez, c'est une œuvre extrêmement fragile en réalité. Pour les gens qui nous écoutent, la Giulietta, c'est une Alfa Romeo crachée qui a été accidentée et qui est dans un état sculptural absolument remarquable. Et donc, pour qu'elle conserve cet état de sculpture, j'allais dire, cinématographique, elle ne peut pas supporter 1 gramme de poussière, sinon elle bascule du côté de l'épave. Et donc, voilà, elle a besoin de beaucoup de soins. C'est une manière d'éviter le cabinet de curiosité. Ah oui, absolument, très vrai. Comme les objets africains. Oui, absolument, oui. Oui, parce que le cabinet de curiosité aime la poussière. Hein. Exactement. Ouais. Alors,
Dans un autre registre, je voudrais à présent évoquer les qualités sonores et théâtrales de votre travail. Vous parlez parfois de longueur d'onde pour désigner la manière dont vous approchez des idées et des formes, et aussi la manière dont vous vous en éloignez quand vous risquez d'être pris par elles. Vous parlez aussi parfois de stridence. Le titre de votre exposition chez Almin Reich, A Cappella, fait surtout référence à la simplicité des moyens mis en œuvre dans cette exposition, mais il a aussi évidemment une consonance musicale. Dans une œuvre de 1974, je crois, vous aviez superposé des valses de Chopin jouées à différentes vitesses. Et puis, il y a toujours dans vos œuvres, enfin, en tout cas très souvent, des jeux avec les mots, avec le langage, avec l'humour. Je pensais par exemple à Revox sur Revox en 87. C'est un magnétophone sur un flacon d'insecticide. Qui ont le même nom. Qui ont le même nom. Ouais. Et alors là, c'est une redondance sonore, mais pas une redondance visuelle. Il y a évidemment l'exemple Citroën entre Matisse et Chevrolet. Entre Matisse et Picasso. C'est donc 6 arbres qui se trouvent entre une voiture Matisse de Chevrolet et une Citroën Picasso. Qui se voit, qui se prononce. Exactement. Ouais. Quelle importance vous accordez au son, Bertrand Lavier ? C'est primordial. J'ai même fait un son et lumière dans les caves de chez Pommery il y a quelques années, où j'avais fait un dispositif qui j'aimerais. D'ailleurs, je le referai parce que ça m'avait beaucoup intéressé. J'avais choisi, dans les crayères de chez Pommery, pour ne pas faire de publicité, il y a une douzaine de caves qui sont à 30 mètres sous terre et qui sont des sortes de grottes qui font 25 mètres de haut. Et j'avais choisi une douzaine d'objets que j'avais choisi de faire éclairer par un éclairagiste de théâtre, d'opéra, et j'avais choisi Peter Sendley, qui est un grand érudit et musicologue, de choisir les sons ou les musiques qui pouvaient accompagner ces objets. Donc, je donne 2 exemples. Il y avait une petite robe de Courrèges qui était illustrée par un opéra de Stockhausen et éclairée d'une manière assez singulière. Et donc, cette exposition était une promenade dans ces 12 stations, j'allais dire, et on était dans un son et lumière d'un certain genre. Mais effectivement, le son, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Quand vous faites référence aux valses de Chopin, ça c'est une des premières œuvres que j'avais montrées il y a très très longtemps à Paris. Et sans doute, ça a à voir avec l'occupation de l'espace. Parce que dans ces valses de Chopin, en fait, vous faisiez passer ensemble la même valse de Chopin qui était jouée par différents interprètes, et si bien que c'est celui qu'on entendait, celui qui jouait le plus lentement était celui qu'on entendait mieux. C'était une manière de faire une illustration du lièvre et de la tortue. C'est-à-dire celui qui jouait le plus lentement se retrouvait seul à la fin, et on pouvait enfin lui entendre assez distinctement ce qui se jouait. Dans votre rapport à l'espace, il y a aussi l'exposition, évidemment, puisque vous êtes souvent très engagé dans l'accrochage de vos expositions. Je vois une qualité très théâtrale à certaines de vos œuvres, et c'était une évidence, par exemple, dans l'exposition Merci Raymond, que vous avez faite en hommage à Raymond à la Monnaie de Paris l'été dernier. On était accueillis par un immense rideau de théâtre qui était en fait une œuvre de 1993 intitulée Dolly, qui est une toile de montgolfière que vous aviez mis à la verticale, comme ça, dans le grand salon du Pré de la Monnaie, et qui ouvrait une scène et qui ouvrait un grand spectacle. Cette œuvre-là, vous l'aviez, dans d'autres circonstances, exposée, par exemple, à l'horizontale, sur le sol. C'est important, cette dimension théâtrale, pour vous ? Oui, parce que c'était même... Je trouvais que c'était mieux. J'ai préféré cette œuvre à la Monnaie de Paris que dans les présentations antérieures. Et donc, mais là, on bénéficie de l'espace. C'est l'espace qui m'a permis de créer cette espèce de grand drapé comme un rideau de théâtre. J'aurais peut-être pu le faire ailleurs, mais c'est ce lieu qui m'a donné l'opportunité de le faire. Et donc, effectivement, l'exposition, c'est dans ce cas-là, mais pratiquement dans toutes les expositions que je peux mettre en scène, entre guillemets, c'est quand même une manière très théâtrale de jouer une exposition. Alors, ce n'est pas l'exposition en soi, parce que ça, je pense que c'est le sujet d'artistes qui viennent après moi. Je ne pensais pas à Philippe Parreno ou Pierre Huyghe, des artistes pour parler de ces deux-là, par exemple. L'exposition est presque un sujet même de leur travail.
moi, c'est pas ça. Puis je suis plus âgé que j'ai eu d'autres préoccupations. Mais la manière de mettre en scène une exposition est pour moi très liée au phénomène ou du concert ou du théâtre. C'est que chaque œuvre a un rôle à jouer, elle a une position. Et ça s'articule oui, c'est assez proche de la mise en scène. Comment aviez-vous construit votre grande exposition au Centre Pompidou en 2012, dans laquelle vous occupiez tout le 6e étage? Ouais. Ben, là, on avait une chance assez forte, c'est que il y a eu un moment où il y avait des travaux dans le musée, et donc pendant trois mois, le plateau a été inoccupé, ce qui fait qu'on a pu construire une architecture qui était au service de l'histoire qu'on voulait raconter avec le commissaire à l'époque qui était Michel Gauthier. On a un peu scénarisé une exposition avec l'architecte et on a pu, je dirais un peu de manière un peu haute couture, créer une architecture pour recevoir l'histoire qu'on voulait raconter. Mais ça, c'est une chose qui est assez rare, il faut la souligner, parce que je trouve qu'on est pratiquement plus... Il y a pratiquement plus que le Centre Pompidou. Bon, on peut quand même leur lancer des fleurs de temps en temps. Il y a pratiquement plus que ce grand musée dans le monde qui considère qu'on peut refaire un espace en partant de zéro et de construire à nouveau des murs de manière totalement nouvelle pour une exposition. La plupart du temps, maintenant, on se contente de mettre 2 ou 3 placos, 2 ou 3 cloisons de plus ou de moins, et donc on a quelque chose d'un peu moins frais. Mais donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous aviez conçu cet espace un peu plus en détail ? C'est très simple. On a les œuvres à notre disposition qu'on a choisies. On choisit un scénario, de la manière de raconter la progression dans une exposition, et on travaille de manière très collégiale avec l'architecte, et on a dessiné plusieurs moutures et plusieurs évolutions. Et l'espace a été modifié, je ne sais pas, 5 ou 6 fois pour arriver à une version définitive. Je voulais redire un mot encore de Merci Raymond, cette exposition qui était vraiment une sorte de feu d'artifice d'humour, hommage à votre ami Raymond Ins, ami et compagnon artistique. Au fond, je me disais que cette exposition dans laquelle on voyait des œuvres de vous et des œuvres de Raymond Ins qui dialoguaient, et des œuvres d'autres artistes aussi. Vous avez fait la salle des skis, par exemple, dans laquelle il y avait à la fois Boltanski, Kandinsky, Stravinsky et quelques autres. Je me disais qu'au fond, cette exposition était comme une sorte de grande superposition, comme un objet à part entière, qui aurait pu s'intituler Bertrand Lavier sur Raymond Ins ou Raymond Ins sur Bertrand Lavier. Je préfère l'inverse parce qu'il était lourd. Mais oui, c'est vrai, on peut dire ça. Il y avait quand même, une sorte de jeu comme ça, posthume, parce que malheureusement Raymond est parti, mais on avait suffisamment de complicité pour que les choses ne se sentent pas. D'abord, je pense que s'il avait été vivant, on n'aurait jamais fait l'exposition, parce qu'il aurait considéré que c'était jamais fini, donc on serait encore en train de l'installer 2 ans après. Mais je pense que là, oui, il y avait une sorte de ping-pong, effectivement, qui a créé, je pense, un genre nouveau, il ne faut peut-être pas exagérer, mais enfin, c'est pas du tout une exposition d'artistes commissaires, parce que ça, c'est une chose qui est bien repérée depuis déjà un certain nombre de dizaines d'années. Les artistes se mettant commissaires d'une exposition, ça n'était pas du tout le propos, c'était plutôt une sorte de 4 mains. Je trouvais que c'était aussi une sorte d'éloge à la rapidité et à la légèreté qui sont de qualité primordiale de votre travail. Oui, mais c'est la manière dont... C'est ça, c'est d'ailleurs tout ce qu'on peut souhaiter de mieux aux gens qui font des expositions, c'est que, par exemple, en l'occurrence, la Chiara Parisi, qui est une personnalité, malheureusement, qu'on a remerciée, comme on dit en français, et je trouve ça très dommage, parce qu'elle a une dynamique et une insolence, et elle abat les montagnes. On a fait cette exposition, on l'a montée en 2 mois et demi, 3 mois, alors qu'en général, la règle pour ce genre d'exposition un peu lourde, entre guillemets, en général, on demande 2 ans. Est-ce que c'est elle qui vous en avait proposé le sujet, ou c'est vous qui avez suggéré ce duo ? Non, mais ça, c'est toute la sagacité de Chiara Parisi, c'est qu'elle m'avait proposé de faire une exposition, et je lui avais dit je n'avais pas envie de faire ça, parce que j'avais fait une exposition au Centre Pompidou il n'y avait pas si longtemps, et que je trouvais un peu compliqué de réinvestir un très très grand espace, comme ça, 1 an ou 2 ans après. Et donc, j'ai quitté une femme déçue quand je lui dis ça, ce qui n'est jamais très agréable.
Et quelques mois après, elle m'a rappelé, et elle a été extrêmement perspicace. Elle m'a dit, mais tu aimais beaucoup Raymond Hins. Et donc j'ai dit, bon, allez, ça va, c'est très bien. Puisque nous nous acheminons vers la fin de votre masterclass de France Culture, Bertrand Lavier, je voudrais évoquer avec vous le passage du temps. Vous me disiez il y a quelque temps que votre œuvre Bonote sur Nevada, qui date de 1989, qui est une pierre de Bourgogne posée sur un frigo, vous semblait plus provocante aujourd'hui qu'en 1989. Est-ce que vous pensez que la réception critique de votre travail évolue au fil du temps ? Très compliqué de savoir ça. Le sentiment que j'ai, effectivement, par rapport à la première remarque, effectivement, j'ai l'impression que c'est une œuvre qui fait plus grincer aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais c'est l'époque qui est comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait, même pas dans le domaine de l'art, dans le domaine de la vie tout simplement, qui feraient grincer aujourd'hui parce qu'on avait un esprit plus ouvert, enfin, etc. On vit une époque, disons, délicate aujourd'hui. Donc sur ce plan-là, je ne change pas d'avis. Alors après, en ce qui concerne l'analyse de tout ça, c'est un peu inquiétant parce que je pense que la critique d'art est aussi un genre qui est en péril. La critique d'art est remplacée par Instagram, c'est-à-dire qu'on se contente d'envoyer une photo en montrant qu'on a beaucoup voyagé, qu'on est à Miami, on est à Hong Kong, on photographie une chose, I like, j'ai 32 ailes, et ça fait office de critique. Et là, évidemment, il y a un appauvrissement général qui est quand même assez inquiétant. Je suis relativement peu inquiet parce que je pense que c'est un mauvais moment à passer et qu'il y aura forcément une réaction de gens qui vont quand même avoir un peu plus de pensée et qu'avoir 2 Instagram sous le nez, c'est pas très nourrissant. Mais là, en ce moment, c'est la réception critique est dans une zone un peu d'ombre. Enfin, vous êtes vous-même critique, je pense que vous ne devez pas être loin d'avoir des sentiments voisins. Par exemple. Cette forme de reconnaissance que l'on a évoquée à demi-mot et qui va avec ces expositions prestigieuses que vous avez eues, comment la vivez-vous ? C'est une chose à laquelle vous pensez ? Non. Être le plus célèbre du cimetière, ça ne m'intéresse pas. Et là, je suis extrêmement, encore une fois, très léger par rapport à ça. C'est pas du tout une coquetterie de ma part. Je m'intéresse vraiment pas beaucoup à ça. On assiste aujourd'hui à une recrudescence des prix donnés à des artistes. Il y en a dans tous les sens. Est-ce que c'est en guise de reconnaissance ? Est-ce que c'est des questions, des choses auxquelles vous vous intéressez, des questions que vous vous posez ? Non. Désolé. C'est bizarre, je ne suis pas très surprise. Toujours dans cette idée du passage du temps, est-ce que parfois vous vous dites que vous aimeriez retoucher une œuvre que vous avez faite ? Oui, ça m'arrive, mais enfin, c'est vraiment retoucher, c'est vraiment des points de détail. Par exemple, là, on a organisé une rétrospective au musée de Vaduz cet hiver, qui s'est terminé là, il y a un mois. Et donc, ça m'ennuyait un petit peu, parce que ce que j'aimais à Beaubourg, c'est que j'avais l'impression que toutes ces œuvres étaient de la même année, en gros, si j'exagère. Et donc, cette rétrospective, je m'y suis intéressé de loin, et donc, en fait, elle a été organisée comme si j'étais mort. Et j'ai dit au directeur du musée, choisissez les œuvres que vous voulez. Bon, si ça me plaît vraiment pas, je vous le dirai, mais allez-y. Et donc, il a organisé son exposition telle qu'il le souhaitait. Et je dois dire que, à part 2 ou 3 petites choses que j'ai retouchées dans son installation, j'ai pratiquement rien changé. Alors, je me suis vu à travers le regard d'un autre. Mais c'est un peu anticiper ce qui peut se passer, parce que ça finira comme ça. On sera vu par le regard des autres. Bon. Et à la fois, ce que j'aime beaucoup dans la question de la pérennité, de ce qu'on devient, etc., moi, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que ce qui est paradoxal dans l'art, c'est que là aussi, je me souviens avoir fait une émission sur Marcel Duchamp, on m'a interviewé pour une exposition qu'il avait faite à Beaubourg, et je disais dans cette interview, en me promenant dans l'exposition, par exemple, cette roue de bicyclette, ça intéressait 10 personnes à Paris. Ça n'en intéressait pas 500 000. Et 10 personnes à Paris fait que c'est devenu une icône, finalement assez
peu de temps après. Donc ce rapport, l'art déjoue toutes ces lois, c'est arithmétique, des statistiques, du etc. On essaie d'évacuer ces zones-là, et je pense que c'est important de le confirmer. Je crois que votre présence joue aujourd'hui un rôle très important auprès de la jeune création, auprès de jeunes artistes. Est-ce que la question de la transmission a pour vous une importance ? Alors là, ça doit se faire sûrement à mon insu, parce que je ne suis pas professeur, je n'ai jamais enseigné, etc. Donc je suis très dubitatif là-dessus, je ne sais même pas ce qu'on peut... Alors transmettre, on peut transmettre peut-être une manière d'être, donner un sentiment d'essayer de ne pas être dans les clous. Peut-être que c'est ça qu'on peut enseigner à des gens, transmettre à des gens. Mais on l'a déjà dit, think different, pensez différemment. Ne faites pas ce qu'on vous demande de faire. Ce serait peut-être des choses comme ça qu'on pourrait dire. Parce que dès qu'on quitte le domaine stricto sensu de l'académie, où on apprend à peindre, où on apprend à sculpter du bois, etc., ce qui sont des choses fondamentales pour ceux qui ont envie de le faire. Mais l'art est devenu quand même très, très ouvert. La manière de peindre, au sens très large du terme, a changé depuis 100 ans. Qu'est-ce qu'on peut transmettre vraiment ? Je n'en ai aucune idée. Et à vrai dire, c'est pas un sujet pour moi. Alors, de savoir qu'il y a des jeunes... Là, en fait, je ne fais pas du tout d'hypocrisie. Je ne sais même pas qui s'intéresse à tout ça dans les jeunes générations. Pour finir cette masterclass de France Culture, Bertrand Lavier, finalement, cette question de la postérité, on la pose à tous les invités. Pour vous, il ne pouvait y avoir au Centre Pompidou qu'une anti-rétrospective. Oui, parce qu'en fait, quand j'avais fait cette exposition, effectivement, quand on est au 6e étage, ça sent quand même la fin des haricots, quand même. Et donc, c'est une manière de déjouer the end of beans. Voilà. Donc, c'était amusant. Et donc, je sais pas, une amie m'a dit, alors, la rétrospective, ça sera pour la prochaine fois. Donc, il faudra qu'il me réinvite une 3e fois. Comme ça, on pourra faire une nouvelle émission. Voilà, absolument. Merci beaucoup, Bertrand Lavier. C'est moi qui vous remercie, Anaëlle. Il nous reste un peu de temps pour des questions, si vous en avez. Madame, en première rang. Il y a une dame. Sur l'itinéraire de Bertrand Lavier, à savoir, dans sa réponse, il indiquait qu'il avait eu son bac en 68, sachant qu'en 68, on le donnait à tout le monde, et que c'était une forme, du coup, un peu de clin d'œil un peu à ce diplôme. Et j'ai l'impression, à travers ce parcours, cet itinéraire d'artiste, qu'il y a toujours une espèce de saute-mouton, de construire finalement une œuvre toujours en interrogeant à travers des défis, des objets, des réalités, et de placer comme ça au regard du spectateur. Ça va être des objets, ça va être des époques, toujours pour précisément donner cette espèce de saute-mouton. Voilà, c'était un peu une façon aussi de replacer votre sujet, à savoir votre début de carrière, à savoir donc ce bac non reçu, dans cette époque de mai 68 qui a été aussi en effet cette période de bouleversement, de révolution, même si évidemment maintenant on s'aperçoit que, hélas, on la critique pour d'autres raisons. Et c'était cette façon aussi de lire votre parcours. Je ne sais pas si moi-même j'ai une interprétation qui correspond à ce que vous-même vous avez reçu. Voilà, il y a beaucoup de hasard, vous savez, dans tout ça. Dans le saute-mouton, on ne choisit pas les moutons qu'on saute. C'est ça. Voilà. Bon.
crois que... Ah si, encore quelqu'un. Non, c'est fini. Ah si, il y a quelqu'un. Une petite question sur... je pensais à l'exposition à Pommery. Il y avait notamment le carénage, je ne sais pas comment on appelle ça, d'une Formule 1 oui. de Jean Alési, je crois. C'était la Ferrari de Jean Alési, oui. C'est ça. Parlez peut-être quand même, et ça me faisait penser à cette phrase qu'une moto de course est plus belle que la victoire de Samothrace. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez reprendre aussi? Non, pas du tout. Parce que moi, je pense que j'aime beaucoup les automobiles, comme vous le savez. Mais je n'ai jamais pensé que c'était des œuvres d'art. C'est des œuvres d'un artisanat extrêmement sophistiqué, que je trouve très intéressante. Moi, j'adore la Formule 1, parce que c'est un domaine qui est très comparable un peu avec l'art, où c'est l'inframince, les choses se jouent au centième de seconde, et les œuvres d'art qui sont intéressantes sont à deux doigts d'être une catastrophe. Donc ces choses-là sont très voisines. Mais une très belle automobile, c'est un objet d'artisanat très sophistiqué. Ça devient une œuvre d'art quand César les compresse, quand moi, modestement, j'en expose une accidentée, etc. Ce qui fait que Luc Ferry, notre grand penseur, considère que c'est une abjection que d'exposer une Ferrari crachée, que elle vaille plus cher écrasée que d'occasion, etc. On a vu les délires de notre grand philosophe, mais parce que lui considère, à tort, qu'une Ferrari, c'est une œuvre d'art. Lui, il préfère un cassoulet à un poème de Victor Hugo. Ah, bah, voilà. Bon, merci.